Bonjour, aujourd'hui un des épisodes parmi les plus importants de toute cette série sur la géométrie vectorielle. Il s'agit de l'épisode consacré aux propriétés du produit scalaire. Alors le produit scalaire, nous avons déjà défini ce que c'est dans l'épisode précédent, je vais le rappeler dans un instant. C'est un objet mathématique qui permet en fait de mesurer des longueurs et des angles. Nous verrons ça tout à l'heure. La définition du produit scalaire est la suivante, c'est donné par cette série de trois formules, les trois formules dites de polarisation, et on peut utiliser n'importe laquelle de ces formules pour définir le produit scalaire, car en fait, elles donnent exactement la même quantité en géométrie euclidienne. Nous avions défini en fait le produit scalaire comme étant quasiment ce qui ne marche pas dans le théorème de Pythagore, c'est-à-dire quand est-ce que la quantité qui mesure à quel point le théorème de Pythagore est faux. Alors pour que ces trois formules donnent la même quantité, il faut que la norme satisfasse quelques propriétés. 4 propriétés en tout. Une norme en général ne satisfait ici que les trois premières, c'est-à-dire une norme, c'est une application qui va de l'espace vectoriel dans les scalaires, et qui doit satisfaire ces trois propriétés. La première, l'action d'un scalaire lambda sur le vecteur u, quand on en prend la norme, on peut sortir le scalaire avec des valeurs absolues. Deuxième propriété, la norme d'un vecteur est nulle si et seulement si le vecteur est le vecteur nul. Troisième propriété, l'inégalité triangulaire. La norme d'une somme, c'est la somme des normes. C'est plus petit ou égal à la somme des normes. Et on peut travailler ça un petit peu, puis obtenir une autre inégalité, mais qui ne donne pas plus d'informations que ça, mais qui est parfois utile, c'est que la norme d'une somme est plus grande ou égale à la valeur absolue de la différence des normes. Voilà, donc ça c'est une norme en général. Avec ces trois seules propriétés, on ne peut pas assurer que ces trois formules de polarisation donnent le même résultat. Pour ça, il nous faut une quatrième propriété qui est l'identité du parallélogramme en bas, ici. Avec cette identité du parallélogramme, vous n'avez qu'à regarder la vidéo précédente pour vous en convaincre, il n'y a qu'une seule valeur donnée par ces trois formules, et cette valeur peut être définie comme étant le produit scalaire. Alors, les propriétés du produit scalaire que nous allons voir. Les 8 propriétés suivantes. D'abord, le produit scalaire, sa raison d'être, c'est de mesurer la perpendicularité. C'est-à-dire, deux vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est totalement normal, on a tout fait pour. On est vraiment parti de on veut ça, on veut que quand le produit scalaire est nul, le théorème de Pythagore s'applique, et du coup qu'il y a un angle droit entre les vecteurs u et v. Deuxième propriété, c'est de permettre un échange entre les vecteurs, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel on fait le produit scalaire n'a pas d'importance. On parle ici de symétrie en général. Troisième propriété, qui est très appréciée des physiciens, et que l'on peut aussi prendre comme définition du produit scalaire, c'est possible, pour autant qu'on ait une notion de cosinus et d'angle, ce qui permet. Là, on peut le faire, ceci est tout à fait possible en géométrie euclidienne, il n'y a pas de difficulté, donc cette définition est totalement valable. Cette propriété ici fait le lien en fait entre le produit scalaire, les normes et le cosinus de l'angle. Les physiciens utilisent énormément cette formule pour le calcul du travail d'une force, mais entre autres, il y a d'autres utilisations, mais dans le calcul du travail d'une force, si U est une force et V, disons, le vecteur de déplacement, alors le travail d'une force est donné par le produit scalaire, donc cette formule-là. Quatrième propriété, qu'on utilise en fait la plupart du temps pour vraiment calculer un produit scalaire, c'est celle-ci, c'est si on connaît les composantes des vecteurs U et V, alors le produit scalaire, c'est la somme des produits des composantes.
Notez bien que ceci, c'est bien ici un produit scalaire, donc un nombre, et ici une somme de produits de nombres, donc un nombre aussi. C'est la somme du produit des composantes. Attention, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison d'écrire le vecteur qui serait le produit, qui aurait comme composante le produit des composantes de U et de V. Ce vecteur, il ne faut jamais l'écrire dans les exercices, dans les tests, dans ce genre de choses, parce que tout simplement, il est mauvais. Alors, expliquons ce que j'entends par mauvais. Le produit scalaire existe tout le temps. Sa valeur ne dépend pas du repère orthonormé. Si on a une norme, donc on connaît la norme. Si on connaît la norme, on sait ce que 1 veut dire, ce que la longueur 1 veut dire. Si on prend un repère orthonormé, le produit scalaire est totalement indépendant de ce choix du repère orthonormé. Par contre, le vecteur qui serait formé des produits des composantes, sans faire la somme, le vrai vecteur qui serait formé des produits des composantes, lui dépendrait totalement du choix du repère orthonormé. Oui, la somme de ces composantes serait une constante indépendante, mais pas les composantes elles-mêmes. Alors ce produit, entre guillemets, existe, il s'appelle le produit de Legendre, il est surtout utilisé dans les calculs numériques, mais pas vraiment, il n'a pas de bonne signification ici intrinsèque dans la théorie. Cinquième, sixième et septième propriété, il s'agit ici des formules de bilinéarité. Alors, la cinquième, si on a une action de lambda sur U et qu'on fait le produit scalaire, on aurait pu aussi garder U intact et faire porter l'action sur V, ou sortir le lambda du produit scalaire. Donc ici on a une action, attention, là on a un produit scalaire, là on a à nouveau un produit scalaire et ici une action. Ici, attention, on n'a ni action ni produit scalaire, il s'agit de la multiplication dans les scalaires, dans les réels, c'est le bon vieux fois des nombres. Et ici on a à nouveau le produit scalaire. Donc faites attention, il s'agit de quelque chose qui ressemble furieusement à de l'associativité, mais ça n'est pas vraiment de l'associativité. Mais si vous avez besoin de dire que c'est de l'associativité pour retenir cette formule, pas de problème. 6 et 7, c'est du même acabit, il s'agit d'une forme de distributivité, sauf qu'ici, on a l'addition de deux vecteurs, donc l'addition dans les vecteurs, ici le produit scalaire, ici à nouveau deux produits scalaires, mais là, l'addition n'est pas entre vecteurs, elle est entre nombres réels. Ça, c'est de l'addition dans les scalaires. Même chose pour la propriété 7. Et propriété 8, c'est comment récupérer la norme à partir du produit scalaire. Alors passons en revue les preuves de ces propriétés. La première propriété, donc, c'est immédiat par le théorème de Pythagore. Il n'y a pas de difficulté. On a tout fait pour, on en a déjà parlé. Si le produit scalaire est nul, alors on a le carré de la norme de la somme qui est égale à la somme des carrés des normes, ce qui fait l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des cathètes. En gros, c'est ça. Et dans l'autre sens, si U et V sont perpendiculaires, alors le théorème de Pythagore s'applique et on obtient que le numérateur ici est nul. Deuxième propriété, la symétrie entre U et V, c'est-à-dire on peut échanger les rôles de U et V, on peut prendre par exemple cette formule ici de polarisation, la première, et remarquer que les rôles de U et V dans cette formule sont totalement symétriques, interchangeables. Si on échange U et V, là on obtiendrait V plus U, mais V plus U et U plus V, c'est le même vecteur. Propriété de commutativité de l'addition des vecteurs. Ici, au lieu de soustraire la norme de V carré moins et la norme de U carré, ça revient au même que de soustraire la norme de U au carré et la norme de V au carré. Ça, c'est une propriété de commutativité des scalaires. Donc, les rôles de U et V étant interchangeables, la formule est symétrique. La propriété numéro 3, elle est un peu plus délicate à démontrer et en fait, elle utilise fortement le théorème d'Al-Kashi. Alors, on voit ici un cosinus, donc un angle entre deux vecteurs, donc allons-y, dessinons nos deux vecteurs avec l'angle entre eux.
Et on peut se référer à la deuxième formule de polarisation, hein. Donc ici, on a le vecteur u moins v, le vecteur u, le vecteur v, l'angle entre u et v. Donc la deuxième formule de polarisation, elle détermine le produit scalaire. Donc ça nous incite déjà à essayer d'établir un lien entre ces trois longueurs de côté et l'angle qui est ici. Et il y a un théorème qui s'appelle le théorème d'Al-Kashi ou la loi des cosinus qui fait exactement ça. Donc, je vais mettre en lien en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers une vidéo qui prouve le théorème d'Al-Kashi. Vous n'avez pas besoin donc de me croire sur parole, vous pourrez suivre la démonstration en direct si vous n'y croyez pas. Le théorème d'Al-Kashi, c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Il nous dit tout simplement que le côté opposé qui devrait faire office d'hypoténuse, mais ici, comme c'est pas un angle droit, ce n'est pas une hypoténuse, est égal à la somme, son carré est égal à la somme des carrés des cathètes, moins un facteur correctif. Les facteurs correctifs, c'est moins 2 fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre eux. Donc produit des côtés fois le cosinus de l'angle entre eux fois 2 et à soustraire. Donc ici on reconnaît donc quelque chose qui va intervenir, toute cette partie-là intervient dans la formule de polarisation, donc on va essayer de réécrire les choses. Si j'essaye d'extraire par exemple cette partie-là, sans le 2, si j'essaye d'extraire cette partie-là, on trouve que la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle, c'est exactement notre deuxième formule de polarisation. C'est parfaitement L. Et donc c'est le produit scalaire. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire pour cette troisième propriété que d'appliquer en fait la loi des cosinus. Dans la vidéo, dans la description. Quatrième propriété, alors c'est celle qu'on utilise tout le temps pour calculer un produit scalaire, et elle est extrêmement facile à démontrer. Elle ne tient quasiment à rien, à part une identité remarquable, comment on fait pour calculer le carré d'une somme. Alors, le produit scalaire qui est ici, je vais utiliser la première formule de polarisation qui est là, mais on peut utiliser n'importe laquelle des trois, ça donne la même démonstration. Une démonstration analogue en tout cas. Donc, le carré d'une norme, on sait que c'est la somme des composantes au carré, donc pour ces trois carrés de norme, je peux remplacer ça par trois sommes de composantes au carré. La première, c'est la somme des carrés des composantes de l'addition, donc ça fait le carré de UI plus VI. Deuxième, c'est la norme de U au carré, donc c'est la somme des UI carrés. Et la troisième, c'est la somme des VI carrés. Ces trois sommes peuvent être exprimées en une seule somme, en réunissant en une seule somme, sans problème, c'est un regroupement de termes, et ça nous fait la somme de UI plus VI au carré, moins UI carré, moins VI carré. On va pouvoir maintenant développer toute cette partie-là, parce qu'on connaît le développement du carré d'une somme. Ça nous donne cette expression-là, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, qui vont s'éliminer entre elles. Les UI carrés vont partir, les VI carrés vont partir, et il va nous rester juste la somme de 2UI VI. On a ce 1,5 que l'on traîne depuis le début, qui va pouvoir aller compenser ce 2-là, et finalement on obtient la somme des produits des composantes. Et ça, ce sera extrêmement facile à calculer, beaucoup plus facile que n'importe laquelle des formules de polarisation, beaucoup plus facile que la troisième formule ici. Ça, la formule 4, c'est vraiment le meilleur moyen pour calculer. Et on l'a choisi de temps en temps, il est vrai qu'on voit très souvent dans certains ouvrages ceci comme définition du produit scalaire, et c'est tout à fait faisable, il n'y a aucun problème. Maintenant, propriété numéro 5, 6, 7, 8, tout ça, du coup les 4 propriétés suivantes sortent immédiatement de la propriété numéro 4. Pour la propriété numéro 5, ici on aurait un lambda UIVI, le lambda, on peut soit changer l'ordre et avoir UI fois lambda fois VI, ou mettre le lambda en évidence et avoir cette forme-là. Donc il s'agit en fait,
pour démontrer la propriété 5, on part de la propriété 4 et en gros on utilise l'associativité, la commutativité et la distributivité. La propriété 6, elle est aussi immédiate par la propriété 4, c'est-à-dire il s'agit uniquement d'utiliser la distributivité de la multiplication dans les réels par rapport à l'addition. Propriété 7, c'est la même chose. Et propriété 8, c'est le cas particulier, quand on prend U produit scalaire U, on obtient la somme des UI fois UI, c'est-à-dire somme des UI carrés, et ça on sait que c'est le carré de la norme. Voilà pour la démonstration de ces propriétés. Alors, le produit scalaire, c'est quelque chose qui a plein de propriétés mathématiques, donc chacune de ces propriétés porte un nom, enfin la plupart portent un nom. On va détailler un petit peu, on va faire un peu de terminologie et détailler les noms de ces propriétés. Alors, d'abord, le produit scalaire, c'est une application qui prend deux vecteurs et qui renvoie un nombre réel. Le produit scalaire, on dit que c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive, dont la forme quadratique associée est le carré de la norme, et qui est engendrée par la norme via la formule de polarisation. Alors là, il y a beaucoup de termes, donc on va les expliquer. Une forme, ça veut dire qu'en fait, ce qui est craché, ce qui sort du produit scalaire, c'est un nombre réel. Le résultat est un nombre réel, et pas un vecteur. C'est ce que signifie le mot forme. Bi veut dire qu'on prend deux vecteurs. Donc là, on a pris un couple de vecteurs pour calculer le produit scalaire. C'est juste ça. Bi veut dire ça. Bilinéaire. Bilinéaire, c'est les propriétés 5, 6, 7. Ça veut dire que, en gros, le produit scalaire se comporte comme s'il était un produit, ce qu'il n'est pas, c'est pas vraiment un produit, mais il se comporte exactement comme s'il était un produit, d'où son nom, produit scalaire, produit qui n'en est pas un, parce que si c'était un vrai produit, il devrait rester dans le même ensemble, tandis que là, il crache un nombre réel, donc c'est un produit scalaire. Produit qui crache un nombre réel. Donc la bilinéarité, c'est juste, il se comporte comme un produit. Symétrique. Alors symétrique, c'est la commutativité, si on veut, du produit. C'est la propriété numéro 2. C'est ça, être symétrique. C'est pouvoir échanger les vecteurs comme on veut, sans changer le résultat. Définie positive, en fait, une forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est une forme qui a cette propriété-là. Première propriété, c'est que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, c'est positif. Alors ici, c'est évident que ça l'est parce que c'est le carré d'une norme. Donc, pas de souci. Mais ça, en fait, le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est positif. Ça, c'est seulement semi-défini positif. Et pour être vraiment défini positif, il faut ajouter encore une propriété supplémentaire, c'est que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est nul si et seulement si le vecteur lui-même était nul au départ. Donc en gros, ce que nous dit cette deuxième propriété, c'est que le seul vecteur qui est perpendiculaire à lui-même, admirez la propriété 1, le seul vecteur qui est perpendiculaire à lui-même, c'est le vecteur nul. C'est ça que dit cette deuxième propriété. Donc définie positive, c'est la conjonction de ces deux propriétés-là. Ensuite, dont la forme quadratique associée est le carré de la norme. Alors la forme quadratique, en fait, c'est ce qu'on obtient justement en faisant le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. On obtient quelque chose qu'on appelle donc une forme quadratique qui se comporte comme si c'était un polynôme de degré 2, en fait, ça a à peu près cette allure-là. À cause de la propriété 5, par exemple, la norme de lambda u, enfin la norme de lambda u au carré, ou lambda u produit scalaire lambda u, va nous donner lambda carré fois u produit scalaire u. Donc on va sortir un carré de quelque chose de degré 2. Donc ça, c'est forme quadratique. Elle est engendrée par la norme via la formule de polarisation, donc c'est la définition du produit scalaire, et ceci est rendu possible uniquement grâce à l'identité du parallélogramme. Si on avait une autre norme, on peut
et qui ne satisfaisait pas la notion, l'identité du parallélogramme, à ce moment-là, on n'aurait pas de produit scalaire qui lui serait associé. C'est ça, donc le produit scalaire n'existe que grâce à l'identité du parallélogramme. Et il y a des cas, il y a vraiment des cas d'objets qui ont les trois premières propriétés, donc des espaces vectoriels normés, ils ont une norme qui a les trois premières propriétés, mais pas la quatrième, et pour eux, il n'y a pas de produit scalaire. Ces espaces vectoriels se rencontrent souvent en analyse fonctionnelle. Un sujet bien plus ardu et qui dépasse de loin le cadre, mais qui existe et qui est utilisé énormément en sciences. Alors, passons maintenant à quelques exemples. D'abord, on prend deux vecteurs quelconques. Bon, là, on les a pris expressément orthogonaux pour voir ce qui se passe. Donc on peut calculer le produit scalaire à l'aide de la formule de polarisation, et ça nous donne 0, ici. On peut aussi le calculer à l'aide de la formule numéro 4, donc la somme des produits des composantes, ça nous donne aussi 0. On peut aussi le calculer avec la formule numéro 3, c'est-à-dire produit des normes fois le cosinus de l'angle, et ici ça nous donne 0 à cause de l'angle droit. Maintenant on peut prendre des vecteurs différents parce que c'est pas amusant si tout est 0. Et on peut constater ici qu'on a le bon résultat pour les trois formules. Voilà, ici aussi. Voilà, pas de problème. On remarque aussi une petite difficulté, c'est que le produit scalaire, en fait, est insensible à l'orientation. Je reviendrai dessus. Le produit scalaire est insensible à l'orientation, c'est-à-dire que si le vecteur ici, si le vecteur V est ici, on obtient 8,24 comme produit scalaire, et s'il est ici, on obtient à peu près aussi 8,24, parce que je ne suis pas exactement au symétrique, mais les symétries, donc par rapport à un vecteur, par rapport au vecteur U, les symétries par rapport au vecteur U ne modifient pas le signe du produit scalaire. Si je me déplace perpendiculairement ici au vecteur U, ça ne modifie pas le produit scalaire. Là, mon vecteur n'est pas totalement plat, mais c'est ça. Voilà. Bon. Donc, prenons un autre exemple maintenant. Je vais reprendre mes deux vecteurs. Le produit scalaire permet maintenant de calculer en fait l'angle entre les deux vecteurs. Donc si je prends deux vecteurs quelconques, par la formule numéro 3, l'angle c'est l'arc cosinus du produit scalaire divisé par le produit des normes, et par la formule numéro 4, le produit scalaire est extrêmement simple à calculer. C'est ici ce serait 3,31 fois 1,79 plus moins 0,06 fois 2,07, ce qui ferait 5,8. On diviserait par ça par les produits des normes, et on n'a qu'à calculer l'arc cosinus de ça, ici un angle de 50,13 degrés. Autre exemple, changeons un petit peu la chose, voilà, un autre vecteur, d'autres nombres, et toujours la possibilité de calculer l'angle. Des angles aigus, des angles obtus, voilà, puis des angles droits, c'est faisable aussi, pas de problème. Alors, juste dernière remarque, je l'ai déjà faite, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Ceci ne permet pas de dire quelle est l'orientation des vecteurs. D'accord ? L'orientation, ici, n'est pas déterminée par le produit scalaire. Il est insensible à ça. Le cosinus est une fonction paire. Elle est insensible au signe de l'angle, en fait. Et on résolvera le problème avec le déterminant d'ici quelques épisodes. Bien, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre des commentaires si vous avez des questions à poser, aucun souci. Je suis là pour ça. À bientôt.